Sunday Night Production. C'est des expériences qui te ramènent vraiment à la source et puis vraiment à qui on est vraiment dans le fond. Je pense qu'on a tous en nous, plus ou moins endormis ou plus ou moins dans la poussière, un instinct d'aventurier, d'explorateur. Et de continuer à partir en expé, c'est sûr que moi, c'est comme une grande thérapie. Ouais. C'est vraiment antidépresseur et quand je reviens à la maison, je me rends compte que ça va paraître arrogant ce que je vais dire, mais je me sens assez indestructible en fait. Bienvenue dans Ultra Talk. Je suis Arnaud Manzanini et chaque semaine, je me plonge dans des discussions captivantes avec des esprits audacieux pour vous lancer vous aussi dans des aventures hors du commun. Des sommets de l'ultra trail aux routes infinies de l'ultracyclisme, de l'alpinisme aux horizons lointains de la voile, toutes les facettes du monde ultra sont explorées. C'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour Vincent. Salut Arnaud. Enfin, nous avons réussi à caler un rendez-vous dans nos agendas respectifs. On a pas mal bataillé. Oui. Donc, exactement. Effectivement, c'est la question que je t'ai posée juste avant qu'on ouvre les micros. Hein, c'est où est-ce que tu te situes au moment où on se parle sur cette terre. Finalement, tu es en France parce que tu es français. Voilà, tu es un explorateur polaire, un des plus reconnus, des plus accomplis de notre génération. Donc, voilà, en fait, tu es français et tu te balades beaucoup à travers le monde, on va en parler, hein, tu es très souvent d'ailleurs en Norvège. Mais avant qu'on rentre dans cet épisode, Vincent, ce que je te propose, comme je le fais systématiquement avec mes invités, c'est est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, s'il te plaît ? Alors, j'ai la chance de vivre de ma passion et d'être explorateur polaire et également un guide d'expédition. Alors c'est vrai que dit comme ça, explorateur polaire, franchement, ça fait rêver. Moi qui ai côtoyé un tout petit peu avec mon vélo le grand froid, les températures très négatives, les magnifiques paysages, l'isolement, franchement, explorateur polaire, c'est magnifique, mais tu vas nous expliquer comment tu es arrivé à ce que ça devienne ton activité principale aujourd'hui. D'où est-ce que vient Vincent ? Est-ce que tout petit, il habitait déjà dans les montagnes, dans le grand froid ? Comment est-ce que cette envie de devenir explorateur polaire t'est venue à l'esprit ? Mais avant que je te pose tout un tas de questions, parce que sinon j'ai tellement de choses en tête que ça va fuser, c'est petit Vincent, d'où est-ce que tu es originaire ? Et Vincent Petit, est-ce qu'il avait déjà cet esprit d'explorateur ? Alors, j'ai eu la chance, Arnaud, moi, de grandir sur la côte basque. Donc, entre l'océan Atlantique et puis les montagnes des Pyrénées. Donc, ça fait un bon terrain de jeu. Je sais que à la fin de... je suis souvent allé soit en montagne dans les Pyrénées pour faire un peu d'alpinisme, ou soit j'étais dans l'eau. Et donc ça a forgé un petit peu, je pense, la personne que je suis devenu aujourd'hui. Et j'ai lu des récits d'explorateurs quand j'étais adolescent. Et puis, mais jusqu'aux Vikings, en fait, parce que je suis passionné par les Vikings. Et puis, par exemple, chez les Vikings, en fait, les gars rentraient pas chez eux, quoi. Et ça me fascinait. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que de pas rentrer chez soi? Quand moi, j'allais là, avec des copains faire de l'alpi dans les Pyrénées, ou que j'allais surfer, faire un peu de voile, euh, à, à la fin de la journée, je rentrais à la maison. Et puis je me suis toujours posé la question, après avoir lu ces récits d'explorateurs polaires ou vikings, je me suis dit, mais ces gars-là, en fait, quand ils partent, ils s'engagent avec leur vie, en fait. Peut-être qu'ils verront plus jamais leur femme, peut-être que, enfin, ils en ont aucune idée, puis ils vont tracer les cartes du monde. Et ça, pour moi, j'ai pas trouvé plus excitant en tant que lecteur. Et c'est ça qui a démarré la flamme. Et c'est à partir de ce moment-là, je devais avoir peut-être 16 17 ans. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Même si les Donc cartes, elles ont 16-17 ans. été déjà bien tracées, clairement. Ouais, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas forcément toutes les technologies de maintenant, il y avait encore plein de choses à faire, puis tu vas nous l'expliquer parce que ça a un impact aussi avec les projets que tu fais actuellement, les météos aussi bien changé, l'impact sur l'environnement est très très important. Donc déjà, tu avais cet esprit adolescent d'aventure, en tout cas d'être fasciné par ce monde-là. Et comment l'histoire s'est mise en marche ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, Vincent, qu'est-ce qui a été le déclencheur au point de te dire allez, je sais pas si on peut dire je tente le tout pour le tout, parce que être explorateur, être aventurier, ça fait rêver beaucoup de personnes, mais à l'opposé, très peu osent se lancer dans j'allais dire ce mécanisme
Oui, c'est un état d'esprit, c'est un mécanisme à trouver, puisqu'il faut trouver des partenaires, il faut trouver des supports, il faut trouver des projets. Et entre j'aimerais bien et je le suis, il y a un gap qui est énorme, que très peu osent tenter, ne serait-ce que de franchir le moindre pas. Et toi, tu l'as magnifiquement réussi. Donc, quel a été le déclencheur? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une rencontre? Est-ce que c'est les deux? Alors, c'est les deux. Je dirais que quand j'ai été quand j'ai fait l'alpinisme dans les Pyrénées, l'alpinisme, en fait, c'est une suite de problèmes, en fait. J'imagine que c'est comme un marin qui, chaque jour, il a une merde à chaque jour sur son bateau. Et puis, les gars qui font le Vendée Globe, là, que j'admire grandement, j'imagine que ces gars sont en train de résoudre Clairement. des problèmes. Les problèmes existent, en fait, pour qu'on y trouve des solutions. Et là, moi, au bout de la corde, baudrier corde, je m'étais heurté déjà à ça quand je grimpais dans les Pyrénées. Il y a forcément une solution quelque part. Et puis quand ça devient trop raide ou que ça devient trop dur et que j'arrivais pas à avancer, l'Alpi là me l'a pas mal enseigné ça. Il m'a dit bah non, il faut que tu regardes la montagne d'une manière différente, il faut que tu apprennes à la lire, il faut que tu changes ton itinéraire, il faut que tu sois créatif, il faut que regarde ce que tu as autour de ton baudrier pour créer des solutions et puis essayer de progresser et d'aller de l'avant. Donc ça, moi, j'ai eu déjà cet état d'esprit de me dire que voilà, c'était vraiment en creusant et puis ouais, en bataillant on arrivait à trouver des solutions. Et après, quand j'ai lu ces livres d'explorateurs, je me suis dit, OK, est-ce qu'il y a un endroit sur la planète qui n'est pas trop cher où je peux expérimenter le côté polaire, le froid? Et ça a été le Svalbard je regardais le nord du Canada, le Nunavut, c'est beaucoup trop dispendieux. La Russie aussi trop isolée, trop compliqué. Mais de France, aller au Spitzberg, dans l'archipel du Svalbard, c'était très accessible. C'est quelques vols, pas cher. Et donc, je crois que j'avais 17 ans, 18 ans, j'ai pris un avion et je suis allé en plein mois de janvier. Donc, il faisait nuit noire dans le village de Longyearbyen. Et ça a été vraiment l'élément déclencheur parce que j'ai complètement chopé le virus pendant ce voyage-là, qui n'était pas une expédition, qui était juste une découverte j'apprends à me servir d'un réchaud, j'apprends à gérer quand il y a de la glace dans la tente, comment on fait pour dormir, pour s'organiser. Et je me souviens que j'avais trop peur des ours. Alors j'avais demandé à la réceptionniste de l'hôtel le jour où je suis arrivé, je lui ai dit, est-ce que vous êtes OK les prochains jours? Je mets ma tente juste devant l'hôtel parce que je veux juste apprendre le froid. Et elle a sûrement pensé que j'étais complètement taré ou malheureux ou que j'avais des problèmes. Et dans le fond, non, j'avais vraiment envie d'apprendre quand je gardais en tête les récits notamment de Nansen et puis d'Amundsen, ces deux Norvégiens là, qui ont fait des expéditions incroyables vers les pôles. Donc pourquoi est-ce que c'est le froid qui hormis effectivement l'aspect financier, mais il n'y a forcément pas que ça. Pourquoi le froid et les deux extrémités du globe te fascinent autant? Parce que c'est le côté l'homme n'est pas censé y vivre qui m'intéresse. C'est ce que j'allais dire, parce qu'on est sur des zones où l'homme, logiquement, normalement, ne peut pas vivre tellement les conditions sont hostiles. Ouais, c'est ça. Et puis ça, plus la nuit polaire, c'est vrai on n'a jamais expérimenté ça. C'est quand même bien particulier de se réveiller le matin et puis il fait nuit noire. Et ouais, donc c'est ça qui m'a pas mal drivé. Et en plus, les ours blancs. Aujourd'hui, là, je continue à aller dans les régions polaires. Une des raisons pour lesquelles je continue là, c'est vraiment parce que j'aime marcher dans les traces des ours. Et je trouve ces animaux magnifiques. Et puis, je suis pas du tout le bon acteur pour parler, pour dramatiser les situations et dire que c'est des mangeurs d'hommes. Au contraire, je vais les voir parce que je les trouve magnifiques. Et ouais, je rêve même s'ils sont des animaux sauvages et puis il faut les garder à distance, mais d'avoir presque comme si je pouvais avoir une relation avec eux, ouais, c'est le rêve ultime. Alors 18 ans, hein, tu l'as dit, tu prends un avion, un vol sec, tu te diriges sur un point très très haut, donc tu prends l'avion, tu pars seul pour le Svalbard, alors c'est une île norvégienne dans l'océan Arctique, Ouais. tu pars pour 3 semaines en plein hiver, dans l'obscurité totale, parce qu'effectivement à cette période, dans cette position au niveau du globe, on ne voit pas le soleil pendant quasiment 3 ou 4 mois je crois, puis après ça va juste être le crépuscule, hein, on va pas non plus avoir un soleil qui va monter dans le ciel. Donc c'est effectivement très très particulier.
Quand tu rentres de cette expérience où au début probablement tu as mis ta tente juste devant l'hôtel et puis bon je pense que d'après le profil et vu les expériences les jours passants tu as dû t'éloigner peut-être ta tente de l'hôtel pour tester un peu plus de choses, mais quand tu rentres, c'est quoi? Ce voyage a été un déclencheur pour toi? Tu t'es dit bon, très clairement il faut que je retourne dans le grand froid, il faut que je tente des expéditions. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là qui était probablement une période un peu pivot dans ta vie? Mon état d'esprit, c'est peut-être l'état d'esprit similaire d'un astronaute qui revient d'une autre planète. Et je me suis dit, c'est vrai qu'à Biarritz, il n'y a pas de banquise. Et puis là, je viens de voir la banquise. Je viens d'expérimenter la nuit polaire, le froid, la solitude, la beauté minérale. Et tout ça, je me suis dit, OK, quand je rentre, je continue les études. Et en parallèle de ça, très vite après, mon but, c'est de trouver un job, de travailler 5-6 mois par an et après de faire mes propres expéditions. Puis c'est de là que tout est parti. Et le deuxième déclencheur, on va dire, hein, qui a vraiment enfoncé le clou, c'est ma rencontre avec Borgé. Et voilà, j'allais t'en parler. C'est exactement sur ça que je voulais. C'était ma question suivante en fait. C'est le rôle qu'a joué Borg Ausland. Je sais pas, j'espère que je le prononce bien. Ausland. Ouais. Qui est ce monsieur, pour ceux qui ne connaissent pas? Et comment toi, tu as réussi à l'approcher, à le contacter, puisque très rapidement, dans ce que j'ai pu lire, tu as vite compris que c'était aux côtés de cette personne qu'il fallait que tu te développes en tant qu'explorateur. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors voilà, pour présenter de manière brève, Borgé, c'est à mes yeux le plus grand explorateur polaire contemporain. Et la raison pour laquelle moi j'ai voulu me rapprocher de lui, c'est que je voulais pas me rapprocher d'un gars qui soit explorateur polaire et qui fasse des tonnes de com. Et je voulais me rapprocher du gars qui était vraiment très compétent sur le terrain. Et donc voilà, donc pour faire court, en gros, je l'ai pas mal harcelé pour le rejoindre et monter en expédition. Donc moi, je me suis retrouvé dans le nord de la Norvège en hiver, pareil, à pêcher le cabillaud, la morue. Et puis Borgé, un jour, on était en contact par email, mais ça a pris, je l'ai contacté, Borgé, on a peut-être été en échange d'emails pendant 3-4 ans avant de pouvoir le rencontrer. Et au moment où moi, j'étais apprenti marin-pêcheur sur un bateau dans le nord de la Norvège, il m'a écrit un email en disant, je donne une conférence à Oslo, telle date, c'était le 23 février 2010. Et je lui dis, OK, j'arrive. Et j'ai pris un billet, j'ai packé 15 kilos de morue et de flétan séché, congelé. J'avais fait des filets, puis j'avais emballé ça dans du polystyrène. J'ai pris ça avec moi dans l'avion et lui m'a dit, la conférence est juste à côté de l'aéroport, je viens te chercher à l'aéroport. Et là, je rencontre Borgé, je lui donne le poisson congelé, ce qui a aidé sûrement à casser un peu la glace. Et on est allé à sa conférence. Suite à la conférence, on a pris un bus pour rentrer à Oslo. Et je lui ai demandé quels étaient ses projets. Il m'a dit, c'est de faire le tour du pôle Nord en une seule saison sur un trimaran. Donc en partant d'Oslo et en passant au travers du passage du Nord-Est, donc tout le nord du continent européen, asiatique, et ensuite passer au travers du passage du Nord-Ouest, donc tout le nord du continent américain, et retour jusqu'en Norvège. Quand il m'a renvoyé la question, et toi, c'est quoi tes plans? Et là, je lui ai dit, désolé, sorry, mais je vais te harceler jusqu'à avoir une place à bord du bateau. Et au final, il va t'emmener avec lui. Et au final, il va m'emmener avec lui. D'abord, les 3 premières semaines, juste le long de la côte norvégienne pour voir si je me plaignais pas trop. Et puis, si j'avais une bonne attitude et si j'étais ouais, positif et puis si ça me plaisait. Et au bout des 3 semaines en Norvège, il m'a dit, rejoins-nous en Alaska et puis tu peux rentrer avec nous de l'Alaska jusqu'à Oslo, jusqu'à l'Europe sur ce Tu petit devais être trimaran. dans un état d'esprit d'euphorie, en fait, quelque part. C'est que ton projet, ton rêve d'adolescent, parce que depuis tu en as eu bien d'autres, j'imagine, a pris forme, en tout cas, devenait réalité à ce moment-là. Ouais, ouais, c'est vrai que j'étais comme un gamin et puis je l'ai suffisamment montré à Borgé pour que lui il me prenne sous son aile et qu'il m'apprenne plein de choses.
Après, moi, mon idée, c'était pas d'aller avec Borgé sur l'eau. C'est sûr que pour ça, je harcèlerais bien François Gabard que tu as interviewé, il me semble, pour aller apprendre à Exactement. naviguer. François Gabard, que j'ai eu la chance d'avoir au micro et qui est brillant, qui est un des navigateurs les plus brillants, qui n'est pas d'ailleurs seulement un navigateur, hein, c'est un chef d'entreprise Hmm. incroyable avec Merconcept, qui est le nom de sa structure. Mais ouais, c'est des échanges, c'est un échange passionnant que j'ai eu la chance d'avoir dans ses bureaux à quelques jours seulement où il a sorti son nouveau bateau. Donc c'était il y a 2 ans maintenant, je crois, oui. Hmm. Ouais, donc tu vois, ce genre de gars génial qui vit ses rêves. Et voilà, sauf que moi, je voulais apprendre, moi, je voulais partir en expédition polaire à ski avec Borgé. Donc ça a commencé par une expé à voile. Sur la banquise. Ouais, C'était sur la sur la banquise. banquise. Tu voulais vraiment être sur la Ouais, banquise. pour moi, la banquise, c'est vraiment le Graal parce que bah, c'est sur un océan qui part à la dérive. Et ouais, c'est là où moi, je me suis jamais senti aussi vivant que sur de la banquise. Et puis, c'est le territoire de l'ours blanc et passionné par l'ours, ben voilà, pour moi, c'est le plus bel endroit de la Terre. Donc après la rencontre avec l'ours, on va en parler parce que je sais qu'il y a eu un face-à-face, hein, si j'ai bien lu également les différentes interviews. Donc cette rencontre avec Borgé, qui est vraiment le personnage qui a été un tournant dans ta vie, donc il t'invite, enfin en tout cas il te propose de participer à une de ces expéditions où tu apprends plein de choses. Une fois que cette aventure se termine, est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides toi d'avoir aussi, alors je sais qu'il y a un projet qui va naître, que vous allez monter ensemble, un projet qui se veut être ambitieux mais aussi très utile, on va en parler après, mais est-ce que c'est à ce moment où tu décides de te dire, ben, moi aussi, je veux monter mes propres aventures et devenir un explorateur professionnel également. C'est à ce moment-là, mais j'avais déjà le désir auparavant, puisque mon emploi du temps était pas mal rythmé par travailler de manière saisonnière. Et je voulais surtout pas m'engager sur un job de 9 à 5. Je sais que voilà, l'idée, c'était bah, je vais faire n'importe quel job. J'ai travaillé sur des chantiers, j'ai fait du béton, des Tu étais sur un coffrages. chalutier aussi, je crois. Tu étais sur un chalutier, c'est comme ça que tu avais amené le poisson gelé à Borgé, il me semble, hein, Ouais, si j'ai bien lu. ouais, c'est ça. Et puis à la base, ça a démarré en Alaska quand j'étais encore étudiant. J'avais eu un visa étudiant et puis j'étais parti à Kodiak en Alaska. Je me souviens, ouais, c'était avant les grandes vacances d'été, quand j'étais encore à l'école. Et j'étais allé en Alaska pendant 2 semaines et j'avais planté ma tente juste en face du port de Kodiak. Et j'étais allé sur le port en disant, ben ouais, je reviens cet été, je suis dispo. Est-ce que vous avez besoin d'un apprenti, ouais, marin-pêcheur, pour bosser, faire la saison pour le saumon? Et donc, il m'a fallu travailler. Donc après, je suis revenu. J'ai eu aucune touche. La première fois que je suis parti en Alaska, j'ai eu aucune touche. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont pas pris au sérieux, qui m'ont dit ouais, le Frenchie à moitié arrogant, qui veut pas parler l'anglais, à mauvaise réputation, hein. Et donc j'ai eu ça, on m'a dit ça, ouais, pas assez sérieux, qui travaille pas assez dur. Et donc tout ça, en fait, ça m'a donné l'énergie de prouver le contraire. Et donc j'y suis retourné en été. Et là, les gens avaient pas confiance et ils avaient pas envie d'embaucher un Français. Et donc du coup, j'ai travaillé un mois gratuit sur un bateau. Et au bout d'un Mais C'est mois, c'est- c'est- c'est marrant c'est marrant ce que tu décris, Vincent, mais c'est dur. Tu as dû te sentir rejeté comme peuvent se sentir parfois les étrangers que l'on voit nous en France. Là, c'est toi qui as vécu cette situation à l'étranger. Euh, est-ce que ça, est-ce qu'il y a eu une grosse baisse de morale? Est-ce que ça a remis en doute ta motivation et ton ou tes rêves? ben non, je pense que ça a été ça un peu je pense le carburant en fait de ma résilience. C'est ça qui m'a donné envie quand j'étais à Kodiak là de leur prouver le contraire en fait, que bah, c'est pas parce que tu venais de France et puis que tu parlais pas bien correctement l'anglais, bah, que sur le pont t'allais pas pouvoir enchaîner les heures et puis sans te plaindre. Donc ça m'a mis au challenge et ça, le goût du challenge, ça remonte déjà à la montagne dans les Pyrénées. Ouais, c'est ça, la cascade de glace à Gavarnie, ça te challenge aussi. Il fait froid, c'est en face nord. Alors certes, on n'est pas en Alaska, mais il y a quand même aussi de la difficulté. Et donc voilà, je me suis dit, ben ok, je reviens et puis je vais vous prouver le contraire.
Ah, c'est vrai que c'est hyper inspirant de voir ce jeune garçon originaire du Pays Basque se retrouver sur un chalutier en Alaska ou aller dans les endroits les plus reculés pour aller chercher la nuit polaire. Tu nous as dit que la nuit polaire était quelque chose tout à l'heure d'assez spécial. Euh, Si tu pouvais nous décrire, Vincent, la nuit polaire en quelques mots, pour les personnes qui ne l'ont jamais vécu, ce qui est probablement la grande partie des auditeurs aujourd'hui, euh, comment tu décrirais la nuit polaire? La nuit polaire, ouais, mes yeux, c'est un monde parallèle. C'est rentrer c'est mettre pied dans un autre monde. Ouais. Et déjà parce qu'il y a le côté polaire, donc déjà les conditions polaires sont quand même assez brutales, puis c'est toujours moi ce qui m'a intéressé. Une fois de plus, on en revient à la même question. Et pourquoi on part là-bas? Ben, on part là-bas parce que en fait, l'humain, il n'est pas censé y habiter. Donc moi, c'est cette attraction-là, plus le fait que ça soit de nuit. Et j'ai toujours été fasciné en alpinisme par les grandes expéditions hivernales. Ces gars qui se jettent sur des faces himalayennes avec des cartables d'écoliers en hiver, je trouve ça absolument, ouais, c'est incroyable. Ouais, ça repousse toutes les barrières physiques et puis mentales qu'on a eues dans le passé. Et voilà, donc la nuit polaire et les expéditions dans la nuit, là, pour moi, c'est vraiment le Graal. Ouais, c'est le Graal, effectivement. Donc, il y a le fait de gérer la nuit, l'impact que ça a sur le mental, sur l'esprit. Et puis, quand on parle d'expédition polaire, il y a forcément ces températures très négatives où l'homme, enfin des paysages très hostiles à l'homme, ce qui veut dire qu'il faut avoir des notions de survie. Comment tu as appris, quand on est aventurier polaire, bien évidemment, ben, on maîtrise toutes ces notions de survie. Le fait aussi de pouvoir, malencontreusement parfois, tomber dans l'eau. Et là, tu as quelques minutes pour réagir. Comment toi, tu as appris toutes ces techniques de survie dans tes différentes aventures, ou même avant de te lancer dans tes différentes aventures? Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la pêche, parce que dans le nord de la Norvège, au mois de février, pêcher le cabillaud, ouais, c'est pas un sport extrême, mais ça reste quand même bien engagé. La glace, la gestion de l'humidité, la glace, elle se forme sur le bateau, et puis il faut donner des gros coups de marteau pour enlever la glace. Et le fait d'être au plus proche de l'eau et puis de l'eau salée, c'est vrai que ça te met pas mal au challenge. Et donc, c'est ça, ouais, c'est ça, moi, qui m'a donné envie de devenir meilleur en survie. Et puis après, bah, les 10 expéditions que j'ai fait avec Borgé au fur et à mesure du temps, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Ouais. Ouais, quand tu as un mentor comme ça à tes côtés, tu l'as dit, je pense que c'est le bon mot d'être une éponge pour tout absorber. Donc là, on va accélérer un petit peu, mais des aventures, il y en a eu énormément. Donc tu étais un peu sur ton site, d'ailleurs, hein, j'invite les personnes à aller sur ton site, puisqu'il y a vraiment une carte qui montre tous les points dans lesquels tu as été faire des aventures, hein. Donc ça va de la Patagonie au pôle Nord et à l'Arctique, bien évidemment, le Canada, l'Alaska, où entre 2015 et 2019, tu as réalisé plusieurs projets, la Patagonie, le Népal, la Norvège où tu as une relation plutôt, enfin, une relation spéciale avec ce pays qui est très clairement formidable. Et puis, il y a eu un projet qui est né avec Borgé. Je vais te le laisser le présenter, puisqu'il a maintenant presque pas loin de 10 ans, en tout cas, que vous avez commencé à évoquer ce projet jusqu'à lui donner un nom et à le lancer, puisque depuis, chaque expédition que tu réalises est numérotée. Parle-nous de comment est né ce projet, quel est-il d'ailleurs, et comment est né ce projet avec Borgé. Alors, le projet Ice Legacy, dont le but, c'est de traverser les 20 plus grandes calottes glaciaires de la planète. Pas seulement pour la performance et pour notre ego, mais on essaie on essaie d'aller voir un peu plus loin que le bout de notre nez. Et donc, c'est vraiment pour essayer de parler des enjeux climatiques. Je reviens sur ça pour te dire également comment le projet est parti. Peut-être 2 ans avant qu'on démarre officiellement le projet Ice Legacy avec Borgé, je me retrouve au mariage de Borgé. Et il y a un de ses très bons amis qui est un très fort grimpeur, photographe suisse qui s'appelle Thomas Ulrich, avec qui il est peut-être 3 heures du matin. On est au mariage de Borgé. Il me dit
Ah, mais moi, je vais pas pouvoir aller traverser Borgé et Tommy, ils étaient censés aller traverser un glacier au Svalbard. Et puis Thomas me dit, ah, ben, je vais pas pouvoir aller le traverser, donc c'est peut-être une opportunité pour toi. Donc le lendemain matin, j'envoie un message à Borgé, je lui dis, ah, on pourrait pas aller traverser le glacier du Svalbard ensemble. Et il me répond, bah, est-ce que tu sais skier? Et je lui dis, bah, bien sûr que je sais skier. Alors qu'en fait, en ski, bah, j'étais moyen, mais je me suis dit, bah, le ski, on verra plus tard. En fait, le plus important, c'est que je puisse avoir mon billet d'avion et puis le rejoindre et qu'on parte ensemble. Et donc là, on a fait la première traversée d'une île qui s'appelle Nødausslandet, en norvégien, l'île du Nord-Est. Et ouais, c'est 200 kilomètres à peu près. On a traversé ça en 10 jours. Et à la fin de la traversée, bah, Borghi voyait que j'étais toujours motivé. Et puis, mon but, c'était vraiment de tirer une luge le reste de ma vie. Alors, il me dit, est-ce que de continuer à faire des expéditions ensemble, est-ce que t'es game? Et puis on pourrait traverser les 20 plus grandes calottes glaciaires de la planète. Donc moi là, bah forcément, ça tourne dans ma tête 2 secondes et puis je lui réponds tout de suite, forcément à 24 ans, aucune responsabilité, complètement libre et insouciant. Et je lui dis, bah ouais, go, je suis game, on essaie de traverser les 20 plus grandes calottes glaciaires de la Terre. C'est énorme comme projet, parce que quand on se lance dans un projet comme ça, ben on se doute bien que ça va t'occuper quelques années, parce que ça se prépare, ça s'anticipe. Tu pars pas comme ça sur 20 glaciers en quelques années, mais plutôt plusieurs, voire même une décennie, voire plus. Comment est-ce que vous avez ensuite, une fois que vous vous êtes tapé dans la main pour dire allez, go, on y va, comment est-ce que vous avez je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, mais un rétro-planning, ou plutôt dans quel ordre vous allez les faire, dans quel ordre vous avez commencé, comment se sont passées les premières aventures? Alors on s'est dit, ben, on va partir sur des glaciers pas très onéreux pour commencer. Le temps de se monter, le temps de faire des proposals, d'aller sur des salons, de présenter le projet Ice Legacy pour essayer de rechercher des fonds. Parce qu'aujourd'hui, bah, la difficulté d'un projet ambitieux comme ça, c'est pas de traverser le glacier, hein, mais c'est d'arriver à financer les coûts énormes de ces glaciers. Pour info, juste pour partager une info avec toi, notre prochain glacier qu'on doit faire l'année prochaine, le dernier vol, donc du nord du Canada pour aller jusqu'au nord plus du Canada, le vol coûte 61 000 dollars. Ah ouais. Donc, tu fais affréter Ah un ouais. petit avion, un Twin Otter, et avec tout ton matériel. Et donc, ça, c'est juste pour te faire déposer au point de départ. Donc, les budgets sont assez importants. Sans parler de l'Antarctique. Dès qu'on touche à l'Antarctique, là, on rajoute des zéros. Donc, c'est ouais, très cher. Donc, Ouais, ça a été ça ouais, donc c'est le des... rétro-planning de notre projet. Ça a été, Ouais, je comprends. on commence déjà par, on commence également par ça, par se peaufiner à la corde, à être meilleurs l'un et l'autre ensemble, savoir se sortir des crevasses, être d'accord sur les avalanches, les pentes dangereuses, passer des cols en sécurité. Et Oui, c'est vrai. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, Vincent, parce qu'on pense que l'épaule, comme ça, tout est plat, mais non, 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 c'est pas plat du tout. Tu vois, quelqu'un qui pense à des explorateurs, qui pense à l'aventure, qui pense à un pôle, pourrait se dire que bah, là-bas, on arrive sur des extrémités, donc tout est plat, mais pas du tout, pas du tout. C'est bien loin d'être plat. Tu parles d'avalanche, donc tout ça s'anticipe. Il faut être capable de se protéger. Et s'il t'arrive quelque chose, bah, de trouver, tu l'as dit en tout début, je l'ai noté d'ailleurs, les problèmes ont été créés pour qu'on y trouve des solutions. Donc tu dois y trouver des solutions dans tes différentes aventures, Vincent. Puisqu'après, j'aimerais bien qu'on rentre également dans la traversée que tu avais fait avec Caroline, qui d'ailleurs a été une de mes invitées sur le podcast Ultra Talk. Mais dans tes aventures, est-ce qu'il y a vraiment un moment donné où là, tu t'es dit, bon, là, on va trop loin? Alors, je ne sais pas si on peut dire c'est trop dangereux, parce que de toute façon, quand tu pars dans ces aventures-là, tu sais que c'est dangereux. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon là, par contre, on est vraiment limite, on est à la limite voilà, d'être à un point de bascule où là, bah, ça c'est un risque vital. Est-ce que tu as déjà eu une fois, ou peut-être même plusieurs fois, ce sentiment? ouais, on a eu clairement ça avec Borgé quand on a traversé les 3 plus grandes calottes de l'Alaska. Donc l'Alaska, montagne jeune, donc qui perce loin et haut dans le ciel. Et donc la glace, elle est complètement fracturée.
Donc là, on s'est fait des bonnes frayeurs en Alaska, notamment une après-midi où Borgé a chuté dans 2 crevasses le même jour, la même après-midi, dans le même champ de crevasses, et on était sous une grosse face, et on savait qu'il y avait un gros risque d'avalanche. Et donc là, on a eu vraiment, ouais, là, on a été les deux en fin de journée choqués. Je pense qu'on s'est dit, ouais, bon, on fait ça, mais là, c'était à la limite de se dire pourquoi on le fait, parce que les risques encourus là étaient vraiment importants. La première fois, moi, j'étais en tête et puis on était en cordée avec nos traîneaux sur les skis. On est passé sur un pont de neige. On n'avait pas le choix, hein, parce qu'on passait sur des ponts de neige très régulièrement, surtout en Alaska. Et Borgé, à un moment donné, c'est complètement affaissé. La corde s'est un petit peu tendue et puis il s'est décalé sur le côté de la crevasse et il a pu se sortir tout seul. Et 1 heure et demie plus tard, il était à son tour en tête et à un moment donné, il skie, il skie. On n'arrivait vraiment pas bien à voir le terrain. C'était un peu de la. Il faisait très chaud, donc la neige s'était transformée. C'était pas de la soupe, mais presque. Et donc, on avait beaucoup de difficultés à voir où étaient les ponts de neige. Et là, il est tombé aussi dans un trou au-dessus de la hanche. La corde s'est vraiment très tendue, alors qu'elle était déjà bien tendue entre nous deux. Moi, j'ai pu mettre mes skis de côté à 90 et puis mettre mon poids. Et voilà, puis là, il y avait des trous, ouais, il y avait des trous 30, 40 mètres, un peu plus peut-être. On n'est pas allé sonder chaque crevasse, mais ouais, c'était des trous dangereux, avec des grands murs de glace et puis des crevasses qui finissent en V. Donc, tu sais, si tu chutes au fond d'une crevasse en V, ton corps, ta température corporelle plus ta panique fait fondre en fait la glace, donc tu te fais digérer par la crevasse. Donc, on a eu vraiment ouais, cette journée-là, en plus de se dire, bah, si jamais il y a une avalanche qui nous part au-dessus de la tête, on est vraiment mal. Voilà. Donc là, on a fini la journée, bah, tous les deux un peu choqués. Et je Ouais, pense qu'on là, s'est ça a dit, vraiment été ouais, un point marquant. Ouais. ouais, là, on est sur le point de faire souffrir nos familles pour rien, donc c'était pas top. Ouais. Et au niveau des températures, Vincent, quelle est la température la plus négative que tu as eu à supporter dans tes aventures? Alors, je pense que c'est passé la barre des -40, mais j'avais le seul témoin précis avec un thermomètre, ça a été -38 dans le vestibule de la tente au Svalbard lors de la première traversée hivernale avec Caroline. J'ai D'accord. déjà eu plus Et froid, mais en ressenti peut-être. En ressenti parce il peut y avoir un delta entre la température effectivement et le ressenti où là, les éléments comme le vent, ce genre de choses ont un impact. ouais. Alors, écoute, Arnaud, moi je pense pas, j'y crois pas moi à la théorie du vent en fait avec le froid, D'accord. parce Ouais. que effectivement, Non mais c'est intéressant que tu nous partages ça. Toi qui es professionnel, ouais. toi qui es professionnel de ces environnements. Ouais, et puis je partage pas du tout non plus tout le marketing qui est fait autour des températures en disant bah, il fait -40 et avec du vent, bah, ça y est, chacun fait son calcul. Moins 60. Voilà, il fait moins Ouais, oui, c'est 60, clair. moins Le calcul, 70. il est très approximatif. Voilà, déjà, c'est hyper approximatif. Deux, moi, je pense que quand on part en expé polaire et qu'on est professionnel, on part avec un thermomètre. C'est pas ce que tu vas chercher. Puis il faut maîtriser les éléments. Hein. C'est pas le but d'annoncer une température. Il faut aussi maîtriser et être capable d'être en sécurité. Parce que je te pose cette question parce que moi j'ai eu la chance de vivre une expédition dans le froid. Alors bien loin de tout ce que tu peux vivre. Hein. Je mets pas du tout la barre au même endroit. Bien loin de tout ce que tu fais. Mais en termes de température, j'ai vu sur mon compteur -32,5 affiché sur le compteur. Et donc j'ai une petite idée de ce que ça fait quand tu enlèves ton gant, notamment. J'étais avec mon vélo. Et l'impact que le fait de visuellement voir cette température négative a sur ton cerveau. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire l'impact que ça peut avoir où, en fait, pour te raconter cette journée-là, j'ai passé le cercle polaire à vélo. J'ai passé le cercle polaire à vélo en Suède. Où je suis monté jusqu'au Cap Nord. Et effectivement, quand je sors le matin, il faisait déjà -21 affiché sur le compteur. Et on savait que ça allait descendre, mais on ne savait pas de combien. Et plus je remontais vers le nord, plus je voyais la température descendre. Donc je roulais, je voyais. Et je me souviens prendre des souvenirs pour ma famille, mes enfants, en disant j'aurais roulé à -25.
Et plus ça passait, plus ça descendait. Donc je prenais moins 26, moins 27, tu vois. Et j'ai vu tomber comme ça jusqu'à moins 32,5. Je peux te dire que je faisais pas le malin, même si j'étais sur une route ouverte à la circulation. Donc certes, il n'y avait pas beaucoup de circulation. Mais ça a eu un vrai impact sur mon mental, où je me suis senti en danger. Voilà. Et pourtant, j'étais bien loin de tout ce que tu fais. Ouais, pas si loin que ça, hein, parce que ça commence à cailler, passer la barre des moins Ouais. 30. Mais tu vois, pour revenir, Arnaud, pour partager avec toi le vent, le seul truc, c'est quand on se retrouve à des températures comme ça, moins 30, moins 40, on a quoi qu'il en soit, on est forcément équipé avec des membranes. Et puis toutes les membranes qu'on porte coupent du vent. Donc c'est pour ça que Bien quand sûr. on parle, le ressenti, il fait moins 70, moi je suis pas du tout d'accord avec ça, parce que quand il fait moins 40, on est forcément couvert par les dernières membranes qui sont coupe-vent. Et si on se retrouve sans masque ou sans mitaine, c'est qu'on cherche le bâton pour se faire battre. Oui, c'est clair, parce qu'enlever un gant à cette température, Ça fait aucun sens. allez, 40 secondes, 60 secondes, et tu sens plus ton extrémité. Alors toi, tu es un habitué maintenant de ces températures-là, j'imagine que tu prends même plaisir, parce qu'on peut prendre plaisir, enfin, je peux comprendre le fait qu'on soit bien dans cet environnement, parce que effectivement, c'est généralement silencieux, les paysages sont généralement fantastiques, quoique peuvent être hostiles parfois. Toi, comment ton regard et ton mindset aussi sur ça a évolué avec la température? Parce que j'imagine qu'au début, sur ton apprentissage, des températures de moins 20, moins 25, moins 30 pouvaient t'impressionner. Comment est-ce qu'aujourd'hui, ton état d'esprit et ta relation avec le froid a évolué? Ouais, super question, Arnaud. En fait, ma relation avec le froid, elle a évolué au fur et à mesure de l'acquisition de connaissances. Je me suis dit, ok, Roald Amundsen, quand il a traversé le passage du Nord-Ouest, il est allé vivre avec les Inuits. Puis il a appris avec eux à voir comment les Inuits se comportaient. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle, en plus d'être norvégien et donc d'avoir une culture du froid, c'est une des raisons pour laquelle il a réussi à atteindre le pôle Sud et puis à rentrer jusqu'en Norvège avec ses hommes. Et donc moi, je me suis dit la même chose. Il faut que j'aille passer du temps là dans des communautés avec les Inuits pour voir comment eux ils font. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce que nous on est la génération en marketing Instagram, on fait des trucs incroyables, mais Clairement. il faut se rappeler, sans parler des Vikings, mais il faut se rappeler qu'il y a à peine peut-être moins de 100 ans, les femmes inuites, elles accouchaient dans des igloos. Donc elles avaient forcément des connaissances. Ces peuples-là avaient des connaissances qu'on n'a pas en fait, que moi j'avais pas. Et donc j'ai été friand, vraiment curieux d'aller voir comment on fait. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait sur les marques outdoor et de manière générale, dans le commerce, il n'y a rien qui marche pour les conditions vraiment extrêmes. Alors ça c'est intéressant, parce que ça allait être une de mes questions. Je fais le parallèle avec ce que j'ai vécu moi. La deuxième, parce que je l'ai fait en 2 fois, en 2 chapitres, puisqu'il y avait le Covid au milieu, et donc la première année, j'ai pas pu passer la frontière norvégienne. Voilà. Je suis arrivé avec mon vélo et on m'a dit, tu t'arrêtes là, tu fais demi-tour, ça passe pas. Et avec les Norvégiens, tu dois le savoir, tu ne discutes pas, Non. tu respectes. Voilà. Et donc, je suis revenu l'année d'après. Mais effectivement, sur le textile, là, cette journée-là, j'avais moins 32. Et par contre, la différence, c'est que c'était très humide, c'est-à-dire qu'il y avait un brouillard givrant qu'on n'avait pas connu la première année. Et donc, le ressenti, on parlait de ressenti, mais le ressenti du froid, pour moi, était beaucoup plus important. Et donc, à un moment donné, je m'arrête pour me changer. Et là, un éleveur de rennes était juste sur le bord de la route. Et en fait, il ne comprenait pas que je m'équipe comme ça. Tu vois, j'avais du matériel, du textile, en fait. Tu vois, des membranes. Et lui nous disait, mais pourquoi tu mets du carton, en fait ? Rentre, je vais te donner de la peau, tu vois. Je vais te donner des peaux de renne et au moins tu n'auras pas froid. Il ne comprenait pas, c'est pour ça que je rebondis sur ce que tu dis. Il ne comprenait pas que je m'habille avec du carton, parce que pour lui c'était du carton et ce n'était pas avec ça que j'allais avoir chaud. Donc ça fait le parallèle avec ce que tu dis. Est-ce que ça fait sens pour toi ? Ouais, à fond, Arnaud. C'est vraiment ça. Et puis c'est en allant voir, en ayant ce genre de rencontres et en allant dans les communautés isolées qu'on se rend compte qu'en fait, on a tout à apprendre. En fait, moi, ma conclusion de ces rencontres et de ces visites, ça a été en fait, je sais pas m'habiller. Ouais, très clairement. Moi, il m'a proposé, en fait. Il m'a proposé un pantalon, des bottes, mais tu t'imagines bien qu'en vélo, c'était juste pas possible. J'aurais jamais pu pédaler, donc j'ai gentiment refusé. Puis je lui ai expliqué aussi le sens de ce que je faisais. Voilà, mais c'est vrai que ça a été une rencontre marquante. Et j'ai bien vu dans son regard qu'il ne
ça le faisait presque rire en fait, tu vois, il ne comprenait pas pourquoi je mettais ces couches de carton comme ça pour avancer. Mais je te rejoins sur le fait qu'ils ont une vision totalement différente de nous qui venons de pays plus au sud, et que la meilleure manière d'apprendre, c'est d'être en immersion. C'était en immersion. Est-ce que c'est dans cet objectif, Vincent, que toi, tu vis en Norvège aujourd'hui? Où est-ce que tu vis? Ouais, je vis en Norvège, je suis résident norvégien et puis mon but c'est de demander la nationalité dans 2 ans j'espère. Tu es à quel endroit en Norvège? Dans le nord de la Norvège, dans un endroit qui s'appelle Steigen, juste voisin de chez Borgé. Très bien. Écoute, moi, quand je suis passé en Norvège, on s'est fait refouler à la frontière, tu sais, quand on arrivait de Rikransen, donc le passage le plus au nord avec la Suède. Ouais. Et puis après, on est repassé, parce que la deuxième édition, on est passé par plein nord. Donc on est passé de Vittangi, en Suède, où on est monté tout droit, donc le tout petit bout de la Finlande. Et puis on est rentré en Norvège par cet axe-là, qui est pas très loin du point où les 3 pays se rejoignent. Tu sais, il y a un point, il y a un monument où les 3 pays se rejoignent, et on est passé juste à côté de cette frontière-là. Mais en tout cas, le pays est juste magnifique, avec une culture incroyable. Donc Russie, Norvège, Suède. Non, la Russie, on était à 10 km, on n'est pas passé. C'était Suède, Finlande, Norvège. Suède, Finlande, Norvège, ok. Ouais, Suède, Finlande, Norvège. Donc voilà, on va revenir sur tes aventures. Parle-nous de ce projet avec Caroline au Svalbard. Quelle était la mission? Quel était le projet? Les photos sont juste magnifiques, hein. J'invite les auditeurs à aller sur ton compte Instagram et celui de Caroline, qui reflète également ce que vous avez... qui reflète, en tout cas en image, la beauté des paysages. Probablement pas en ressenti très clairement, mais c'est juste magnifique. Ouais, le Svalbard, c'est parti à la base, on devait aller en Patagonie avec Caro et pour la petite histoire avec Caro, on s'est rencontrés en Antarctique et sur une expédition en Antarctique où moi je co-guidais un groupe et puis elle filmait puis elle réalisait un documentaire. Et le Svalbard, c'est en gros elle vient du monde des ultras et puis moi je viens du monde des expéditions polaires. Alors, pourquoi ne pas essayer de croiser nos compétences et puis de faire un truc qui nous sort de notre zone? Alors, j'ai dit à Caro, ouais, il y a cet endroit où moi je suis allé quand j'avais 17 ans, où c'est un peu la Mecque à mes yeux. Il y a du glacier, des montagnes, de la banquise, des fjords, des crevasses, des ours. Il y a un peu de tout. Et en hiver, ça n'a jamais été traversé. Et on devait partir à la base en Patagonie. Le Covid est arrivé, ça a stoppé tous nos projets. Et là, on a commencé à regarder et c'est là que l'idée de l'hivernal nous est venue. On s'est dit, OK, on n'a plus le choix, on peut plus rien faire. C'est la pandémie et OK, on tente une hivernale. Et elle n'a jamais été faite, donc Alors, on va se préparer le mieux qu'on peut. quand tu dis une hivernale, c'est full nuit, c'est ça? Alors, ça n'a pas été full nuit. Ça a été. Donc, nous, notre projet, c'est de traverser sur plus de 500 kilomètres d'abord l'île Spitsbergen, qui est donc l'île principale de l'archipel du Svalbard. Pour situer un peu le Svalbard, c'est quasiment c'est à un peu plus de 1000 kilomètres du pôle Nord. Ça appartient à la Norvège. Et on s'est dit, on essaie de traverser cette île du nord au sud. Mais pour ça, au lieu de se faire déposer en motoneige dans le nord et puis d'aller se faire récupérer dans le sud, on s'est dit, on va doubler la distance et on va partir du petit village de Longyearbyen à ski. Le 2 février, il a fait nuit là quasiment pendant les 3 premières semaines. Donc, on a été pas mal dans l'obscurité. Et ça, on a d'abord fait donc un peu plus de 250 km pour arriver jusqu'à notre point de départ. Et c'est à partir de la pointe nord qu'on était engagé dans une course contre l'hiver pour arriver avant le premier jour du printemps à la pointe sud. Et alors, les photos sont juste magnifiques, hein, très clairement, c'est incroyable. Et est-ce que c'est dans le cadre de ce projet que Caroline a battu un record ou a positionné un record ou même, enfin, je ne sais pas si c'est un record, mais je crois que c'est la femme la plus rapide ou la seule femme qui réussit ce projet-là? Alors, c'est la première Non, ça, c'est autre femme. chose. Ouais, c'est autre chose, Arnaud. C'est effectivement la Ouais, c'est première autre chose. femme qui travaille. Bon, on Je est confonds. tous les deux les premiers à traverser le Spitzberg en hiver. Et puis derrière, Je confonds avec le pôle Sud, voilà, peut-être. exact.
Et derrière, Ouais, c'est ça. Caro, il y a quelques mois, eh ben, elle est allée battre le record au pôle sud de vitesse. C'est incroyable. C'est incroyable cette, comment dire, cette force de caractère de se mettre dans des conditions difficiles. Parce que le froid, c'est juste incroyable. Ce confort également, enfin, ce manque de confort, très clairement, ce minimalisme, ce silence, cette solitude. Quel impact ça a sur toi, sur le mental, Vincent, quand tu prépares des expéditions? Donc j'imagine que les endorphines, l'euphorie fait que bah, tu dois être forcément au taquet au niveau de ta motivation. Et l'après-aventure, quand on vit ce genre d'émotion, est-ce que tu as mis en place, de par ton expérience, une routine d'après-expédition? Parce que ça peut pour beaucoup être perturbant de vivre des choses aussi fortes et du jour au lendemain de se retrouver presque au milieu de monsieur, madame, tout le monde dans un train-train quotidien. Est-ce que toi, de par tes expériences, tu as mis en place une routine après-expédition pour te protéger d'éventuels syndromes de dépression, très clairement? Hmm. Ben moi, je continuerai à partir en expédition parce que ben déjà, je suis pas tout à fait d'accord avec tout le confort qu'on a dans la société. Je pense que bah, pour faire référence aux Vikings une fois de plus, je pense que eux ils avaient des corps extraordinaires, très très durs à la douleur, au mal, mais finalement ils étaient capables d'accomplir des entreprises complètement extraordinaires. C'est juste que Mais bah, est-ce que c'est pas Vincent justement le fait d'en faire et d'en refaire qui à un moment donné te fait avoir une prise de recul sur la société dans laquelle on vit, ouais, poussée à l'extrême, je dirais, parce que quand tu es capable de vivre et d'endurer, vivre ce que tu vis, endurer ce que tu endures, d'en sortir de toutes les situations, de vivre des peurs incroyables et puis de trouver la solution, est-ce que c'est pas justement le fait d'avoir des aventures extrêmement dangereuses? Oui, je ne sais pas si on peut dire dangereuse, même si le danger, tu essaies de le maîtriser un maximum, hein. Je ne dis pas que tu te lances dans tout et n'importe quoi. Je sais bien que en tant qu'explorateur professionnel, je sais que tu essaies de maîtriser un maximum de paramètres, mais pour le commun des mortels, ce sont des aventures qui sont dangereuses. Donc voilà ce que je voulais dire. Mais est-ce que c'est pas ça justement, le fait d'avoir un retranchement et de pousser ton raisonnement à très très loin et de fait de dire bah effectivement ce qu'on vit aujourd'hui tout est fake en fait, tu vois? ouais, beaucoup beaucoup beaucoup. En fait, on se rend plus compte, mais c'est vrai que appuyer sur l'interrupteur d'une lumière et puis d'avoir la lumière immédiatement, ben ça on l'a tellement pris pour acquis qu'on se rend plus compte à quel point c'est bon. On se rend plus compte. C'est vrai Oui, ou que juste d'ouvrir le robinet et d'avoir une eau chaude, tu vois, à température. ouais, ouais, exactement, exactement. Et c'est vrai qu'à l'époque, ben, quand ils devaient traverser les océans et qu'ils se mettaient des grosses couvertures de laine et des peaux, ben, c'est vrai qu'ils n'avaient pas la douche. Donc moi, toutes ces expéditions, et puis que j'ai bien aimé là quand tu parlais de antidépresseurs mais c'est vrai que c'est des expériences qui te ramènent vraiment à la source et puis vraiment à qui on est vraiment dans le fond. Je pense que on a tous en nous plus ou moins endormis ou plus ou moins dans la poussière. Un instinct d'aventurier, d'explorateur. Et de continuer à partir en expé, c'est sûr que moi, ouais, c'est comme une grande thérapie. Ouais. C'est vraiment antidépresseur. Et quand je reviens à la maison, je me rends compte que ça va paraître arrogant ce que je vais dire, mais je me sens assez indestructible en fait. Ouais, mais je comprends parfaitement. Ah oui, je Juste peux parce que je comprendre. me dis, mais en fait, on a tellement de confort et puis généralement, on se prend la tête et on Tu bataille pour seras des capable de tout conneries. supporter. Ah oui, Bah ouais, tu ouais, seras c'est ça. capable de tout supporter. Mm. Je peux comprendre, mais est-ce que tu dois te sentir tellement bien dans une expédition, même s'il fait très froid, même si c'est hostile, est-ce que ça t'arrive sur les fins d'expédition parfois de ralentir volontairement pour que cette expédition dure un jour Mm. de plus, 2 jours de plus? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est de dire, bon, là c'est bon, ça va le faire, même si tout peut arriver, hein, mais voilà, là ça sent bon, on va le faire, on va y arriver. Je vais faire durer un petit peu le plaisir. C'est-à-dire que l'étape que j'avais prévue, bah, je vais m'arrêter un petit peu avant. Tu vois, comment se passent tes fins d'aventure? ouais, alors là, il y en a une en particulier, et puis vraiment un big up à Sébastien Roubinet et puis à Eric André, avec qui j'ai navigué sur le kata fait maison de Seb.
aventurier extraordinaire qui conçoit ses aventures de A à Z. Puis lui, en plus, il s'attaque à la construction de ses propres bateaux. Donc, bon, un fou furieux, un gars génial. Et on avait tenté, son projet, c'était d'essayer de tenter la première traversée de l'océan Arctique à la voile et puis sans aucun moteur. Donc, vraiment le puriste, comme j'aime. Et partir de l'Alaska pour aller jusqu'au Spitzberg, donc quasiment aux portes de l'Europe, en passant par le pôle Nord, avec un bateau hybride qui va sur l'eau et sur la banquise. On n'a pas réussi ce projet-là. Au bout de 2 mois, il a fallu qu'on fasse demi-tour. On aurait été à court de vivres si on avait, je pense, continué. On n'avait fait qu'un tiers de la route. Et on est rentré vers le Canada. Cette expédition, elle a duré 84 jours, si je ne me trompe pas. Et je me souviens que sur le chemin du retour, on était dans la banquise avec les ours, on a vu des ours. Et moi, je me souviens, j'ai dit à Seb et Eric, ben, ça serait top si on pouvait prendre le temps, en fait. Parce que ben, moi, perso, là, j'ai juste pas envie de rentrer à la maison, quand je me sens trop bien. C'est juste unique dans une vie d'avoir ce feeling de te dire, oh, fuck, j'ai l'impression d'être un viking, en fait. Et j'ai pas envie de rentrer chez moi. Donc, j'ai envie de rester avec les ours, rester dans la banquise. Et ça a été vraiment une surprise pour moi parce que jamais j'aurais pensé que j'aurais eu ce genre de feeling. Alors que ça faisait déjà plus de 70 jours qu'on était parti. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est aussi ça, être aventurier, explorateur responsable, c'est avoir le courage de renoncer à un moment donné. Parce que là, on parle de projets, de records, de projets de traversée qui fonctionnent, mais il y a aussi probablement beaucoup, ou en tout cas certaines, qui n'ont pas pu être menées, et on va y venir après d'ailleurs sur la toute dernière d'ailleurs, qui n'ont pas pu être menées à bien, et à un moment donné, il faut prendre cette décision de dire, bon bah là, si on continue, très clairement on se met en danger, parce que très clairement on n'aura plus suffisamment de rations, voilà. Et ça aussi, il faut avoir le courage, parce que comme tu l'as dit, c'est des expéditions, c'est des montants qui sont importants dans ces contrées du monde, et il faut avoir le courage à un moment donné de dire, bon voilà, stop, on fait demi-tour. Et quelquefois, ça permet de générer aussi d'autres projets par la suite. Il faut voir aussi le positif dans chaque point négatif. C'est facile à dire, mais il faut essayer de garder cet état d'esprit. Donc ça aussi, la prise de décision de dire stop, ou un renoncement, c'est aussi une énorme part de courage. Une énorme part de courage pour un explorateur professionnel. Ouais, bien d'accord avec toi. Pour ajouter quelque chose, je pense vraiment que c'est important d'avoir des succès pour garder le moral, mais qu'en gros, c'est vraiment dans les défaites et puis c'est là vraiment qu'on en retire les choses les plus intéressantes. Et sinon, C'est les échecs qui font les succès de demain. Hein. ouais, je pense vraiment ça. Ouais. Et sinon, si on a que des succès, c'est que je pense qu'on met pas la barre suffisamment, ouais, clairement. Suffisamment haute. Suffisamment haute. Parle-nous de ta rencontre avec les ours. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être dans ta tente et puis de sentir l'ours autour, ou alors juste d'ouvrir ta tente et de te trouver face à face? Quelle est ta relation avec l'ours, et est-ce qu'à un moment donné, une fois, ça a été compliqué? Tu t'es trouvé dans une situation compliquée, parce que je crois que c'est au Svalbard, où tu as l'autorisation d'avoir une arme, peut-être, Ouais. pour t'y rendre. Quelles sont les rencontres que tu as faites avec les ours? Est-ce qu'elles ont été juste à chaque fois formidables parce que tu les observais de loin, tu les as vus de loin et c'était magnifique? Ou est-ce qu'il y a eu des rencontres un peu plus compliquées que d'autres? Non, j'ai eu principalement de belles rencontres, une vingtaine à peu près, et il y en a une qui aurait pu se compliquer, c'est justement avec Seb et Eric sur le catamaran. Un jour, on est sur de la banquise et puis on dort et on entend un bruit et comme le souffle d'un animal qui était en fait juste derrière nous, et puis on était déjà nous dans nos sacs de couchage, dans le petit cata de Seb. Et là, lui s'est retourné, il a pris le poivrier et il lui en a mis plein le nez. L'ours est parti. Voilà, après, les rencontres que j'ai eues, Mais on doit se sentir tout petit quand on est face à l'ours polaire comme ça. ouais, alors ouais, on se sent tout petit, mais ben, si moi je me fais attaquer par un ours, je l'accepte à 100%, Arnaud. Parce que je me dis, ben, ok, j'aurais eu un accident dans quelque chose qui était ma vie, en fait, qui me passionnait. Donc, Alors, j'ai tout fait. alors Ouais. ce que tu dis m'emmène sur une question que j'avais notée et qui me fait penser à l'échange que j'avais eu avec Thomas Coville, qui était un grand navigateur que tu connais aussi, Mhm.
euh, sur ça, parce que là très clairement tu fais rapport avec la mort, avec une attaque mortelle, ou en tout cas un accident dramatique qui t'ôterait la vie lors d'une de tes aventures. Quand j'avais posé la question à Thomas Coville sur ça, la relation qu'il a avec la mort, quand il se lance dans un Vendée Globe ou dans un record de tour du monde et qu'il arrive dans les mers du Sud, et là très clairement, et il m'avait expliqué, hein, que tous les navigateurs le savent, mais ils franchissent une ligne en fait, à un moment donné, et ils savent que s'ils vont derrière, s'ils continuent, là ils rentrent dans un autre monde. Tu parlais d'un monde parallèle, mais là on est dans un endroit où les plus reculés du monde, où ils savent que s'il leur arrive quoi que ce soit, ça sera très compliqué. Et donc lui m'avait évoqué sa relation avec la mort et comment lui s'était préparé mentalement. Toi, tu m'as ouvert un peu la porte sur ça. Est-ce que c'est un mindset global ou est-ce que tu te prépares mentalement à chaque aventure à cet aspect-là de l'exploration dans le grand froid? Je crois que c'est un mindset global qui s'est construit au fur et à mesure des expéditions. Il faut dire que les expéditions, moi, mon but, c'est pas de faire une expédition et puis Un one shot, de faire oui, un je vois ce que livre tu et veux un dire. film et puis de faire des conférences et puis de C'est ton raconter la métier. même histoire pendant 20 ans. Donc moi, c'est d'essayer C'est de me ton métier. renouveler et puis de faire plein d'expéditions, puis de continuer à apprendre encore et encore. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, je pense. Et on peut toujours repousser physiquement, mentalement. Et puis, quand bien même aujourd'hui, je pense que au niveau environnemental, on peut vraiment se challenger pour faire des efforts, même si moi, je suis plein de contradictions. Et donc, ouais, pour revenir à la relation avec la mort, ça s'est construit. Et comme c'est devenu un style de vie et que je suis passionné par ces régions, si un jour je prends un coup de patte, je prends un coup de griffe d'un ours blanc parce que j'ai pas géré la situation, j'ai pas réussi à lire correctement le langage de l'ours, ce sera bien dommage, mais ce sera comme ça. C'était mon histoire. Puis elle s'arrêtera là, mais c'est sûr que c'est hyper égoïste et puis je penserai forcément à ma famille, très dur, mais une fois de plus, qu'est-ce qui vaut mieux dans la vie? Est-ce qu'il vaut mieux vivre, est-ce qu'il vaut mieux vivre dans passif pendant 70, 80 ans et puis Ouais, c'est la grande question. ouais, c'est la grande Eh oui, question en fait, parce qu'on y va tous, hein. très clairement. Donc Très clairement, on va tous au même endroit, hein. C'est très juste ce que tu dis. Après, tout dépend de la manière de comment on veut y aller ouais. et de qu'est-ce qu'on veut laisser. C'est surtout ça. Mais je comprends parfaitement. Et puis, on va venir sur ton dernier projet qui, malheureusement, n'a pas pu se lancer à ce moment-là. Parle-nous de ton projet Odyssée du pôle Nord. Alors le projet du pôle Nord, c'est le plus grand projet que j'ai depuis toujours. C'est d'essayer de rejoindre le pôle Nord en solitaire, sans assistance. Et là, les dernières années ont été assez compliquées. Donc il y a 2 ans, moi en fait, là je suis pas parti cette année, mais je suis pas parti l'année d'avant. C'est la deuxième année que je me casse les dents. Parce que l'année dernière, j'étais à Montréal avec tout mon matériel. J'avais pas encore préparé la nourriture, mais j'étais prêt à partir. Puis le 24 février, je me retrouve devant les nouvelles et Ah oui, c'est la guerre en nu. je vois Ouais, la guerre en Ukraine et je me dis, bon, forcément, je pense pas pour moi. c'est Je compliqué. pense d'abord à la tristesse de tous ces gens là qui prennent des roquettes en pleine tête et je me dis ça risque de compromettre l'expédition au pôle Nord parce que au pôle Nord, il y a une base qui se monte temporairement chaque année qui s'appelle Barnéo et cette base, tu en as besoin pour rentrer à la civilisation parce que sur l'océan Arctique, à l'inverse de l'Antarctique, sur l'océan Arctique, il y a personne. Il y a seulement des bateaux, des brise-glaces nucléaires qui viennent en été et sinon, il y a cette base qui est montée voilà, pendant un mois, au mois d'avril, et qui te permet de rentrer à la civilisation. Elle accueille, Alors que l'Antarctique, que tu as déjà fait, ouais, alors que l'Antarctique, c'est un continent, donc sous la glace, il y a de la roche, et donc il y a des bases, il y a des saisons pour faire des expéditions. Comme là, quand Carole est partie pour faire le record féminin, tout est cadré avec une entreprise qui s'appelle Antarctic Logistic Expedition. Mais là, il y a vraiment un plan de match. On sait que chaque année, ça se remonte. Alors que sur l'océan Arctique, c'était plus compliqué parce que cette base de Barnéo était associée à des Russes. Et donc, quand la guerre a éclaté, la base de Barnéo a été annulée. Et cette année, tout le monde avait pas mal l'espoir. d'espoir que la base se monte.
La base de Bornéo, elle a été, le but c'était d'opérer depuis la Norvège, donc depuis le Svalbard, et non depuis la Russie. Et le propriétaire a essayé de faire ça, et avec son équipe, je crois qu'ils ont fourni l'ensemble des papiers nécessaires à ce que tout soit feu vert. Et donc c'est pour ça que moi je suis parti au Canada avec tout mon matériel, avec Caro, puis avec une bonne amie anglaise, Maria. On est allé jusqu'à Resolute Bay. La nourriture était pactée, tout était prêt. Resolute Bay, comment dire, c'est le dernier point, c'est ça, hein, de ce que j'ai pu lire, ou les derniers, pareil, les récits d'aventure que j'ai. C'est la rampe de lancement quelque part vers le pôle Nord, hein. Ouais, c'est ça. À Resolute Bay, c'est ton dernier vol. C'est la dernière fois que tu vas voir un supermarché. C'est ton dernier vol avant que tu te fasses déposer par un petit avion, et le petit avion ne restera pas. Il te dira tout de suite bye et il rentrera. Et, euh, et quand on est un aventurier, quand on est un explorateur et quand on prépare ses projets et qu'on est excité par ça, comment se passe le coup de fil qui t'annonce que ce sera pas possible? Comment se passent les minutes? Dans ta tête, c'est comment? Bah écoute, on n'a pas de nouvelles. Donc, si on n'a pas de nouvelles, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. La seule manière de donner le meilleur de nous-mêmes, c'est pas de rester à Montréal, c'est de monter dans le nord et d'essayer d'aller chercher la réponse. Parce que si jamais la réponse, elle intervient au dernier moment et puis que c'est confirmé, moi, il faut que je sois prêt, hein. Je peux pas me mettre à préparer 60 jours de nourriture comme ça du jour au lendemain. Donc, on s'est dit, ben, on monte jusqu'à Resolute Bay. Et le seul truc, Arnaud, c'est que moi, j'ai annulé mon expédition, mais j'avais pas encore la confirmation que la base de Bornéo allait être annulée. J'ai dû prendre cette décision parce que j'étais à 2 jours de mon départ et j'avais toujours pas la confirmation. Et là, je me suis dit, OK, le dernier vol, il coûte 61 Ah 000 oui, dollars. ouais. Donc, si je me fais ça et puis que je démarre sur la banquise et puis qu'ensuite j'apprends que Bornéo ne se monte pas, Bah je oui, fais c'est remettre. demi-tour. Bah oui. Je vais me retrouver dans une galère financière plus que jusqu'au cou. Il va falloir que. En fait, je me suis dit, si jamais je fais Ouais, ça, tu te serais tiré une balle dans le pied, quoi. Tu te serais tiré une balle dans le pied pour le quotidien et probablement pour les projets futurs. ouais, Donc, mais on en revient toujours au même, hein, c'est-à-dire la prise de décision de dire stop, tu sais, cette force et cette capacité d'avoir la prise de recul nécessaire, de ne jamais prendre de risques comme dans tes projets, comme quand tu es sur la banquise tout seul et qu'il y a les ours pas loin, faut être en sécurité. Il y a aussi cette prise de recul nécessaire à avoir. Et au final, est-ce qu'elle a ouvert et est-ce que tu as eu des regrets ou pas? Parce que c'est ça la question, tu non, vois. non, la base. Donc 3 jours plus tard, je recevais la confirmation que la base n'allait pas être opérationnelle. Donc tu as pris la bonne décision. Ouais, j'avais pris la bonne décision, mais quoi qu'il en soit, Arnaud, si la base elle avait été ouverte, disons fin mars, moi je prévoyais de partir mi-mars au plus tard. C'était quoi qu'il en soit trop tard. Puis là, j'allais me Compliqué. mettre une balle aussi dans le pied parce que j'allais jamais pouvoir atteindre le pôle dans les temps. Et donc, est-ce que c'est une aventure comment dire, qui est toujours en tête, même si le conflit est toujours en cours? Alors, ma question va être différente. Voilà, c'est quelle est ta relation avec ce projet pôle Nord dans les conditions géopolitiques actuelles? Bah, pas d'océan Arctique pour moi pour la prochaine année, les prochaines années. Parce que ouais, je ferais mieux c'est les plus belles années là. Aujourd'hui, là, c'est les années où tu as l'expérience, puis tu as encore de l'endurance. Donc, j'espère aller en Antarctique et puis je mets de côté l'océan Arctique pour le moment parce que trop instable. Donc, le pôle. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Tu voulais rajouter? Non, je voulais te rajouter que c'est la logistique sur l'océan Arctique, c'est tellement lourd et onéreux. La préparation là, ouais, en fait, faut vraiment avoir la flamme hein, parce que sinon c'est archi sous-payé. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Alors, le pôle Nord, tu l'as déjà fait, le pôle Nord, même en équipe ou à deux? Je sais Euh, que le pôle Sud, t'y es allé. Ouais, pôle Sud, pôle Nord, mais le pôle Nord, j'ai juste été sur un dernier degré où j'étais assistant guide. Ensuite, avec Sébastien Robinet, on n'a pas été, et Eric André, on n'a pas été jusqu'au pôle Nord, mais on a été sur la banquise pendant 84 jours. Donc, c'était l'environnement pôle Nord. Ouais. Je te pose cette question parce que ma question suivante allait être, ça fait quoi d'être
sur les pôles, en fait. Tu vois, la sensation... moi, je me souviens parfaitement de la sensation que tu as quand tu arrives. Moi, j'ai été jusqu'au Cap Nord, donc c'est rien, tu vois, comparé avec ce que tu vis, mais ne serait-ce que cette sensation d'arriver à vélo au bout d'un continent, tu vois. Il y a toute une atmosphère qui est tellement spéciale et en fait, c'est tellement génial de vivre ça. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Toi, comment tu as vécu le fait d'être au pôle Sud et à quelques degrés ou sur le même degré que le pôle Nord, mais ça fait quoi d'être sur des extrémités, d'être sur les pointes de la Terre, quoi? Bah, c'est vrai que Sur l'axe, en c'est fait, sur ça. l'axe, en fait, sur les axes. Ouais. Ouais, et moi, c'est ça qui me fascine. Ben, c'est vrai que quand t'es explorateur, aventurier, puis que t'aimes bien, t'as la curiosité, puis t'aimes bien farfouiller, t'es passionné par les degrés, minutes, secondes, et puis les longitudes, les latitudes, puis les longitudes. Donc là, d'être au pôle, tu réalises dans l'espace, quand tu regardes la Terre, admettons de l'espace, tu te dis, oh, Exactement. putain, je suis en haut, je suis tout en haut ou je suis tout en bas. Je suis dans un extrême et une fois de plus, je suis dans un extrême où l'homme n'est pas censé vivre. Donc c'est ça qui est fort pour moi. Mais après, je te dirais, Arnaud, que pour moi, ce qui fait le plus de sens, c'est pas d'arriver au pôle, je pense, mais c'est la manière de Oui, bah, comment bien sûr, c'est le tu fais le voyage. voyage ou Bah comment oui, tu vas y ouais. arriver en fait. Parce que aller se faire déposer, c'est comme ouais, c'est comme c'est vrai que à mes yeux, en tout cas pour moi, puis humblement, hein, parce que je suis pas un grimpeur de l'Himalaya, mais c'est vrai que la montagne avec de l'oxygène et puis avec des cordes fixes, t'as beau être au sommet, pour moi ça a pas de sens. Et là, je trouve que pour les pôles, aller prendre un avion et puis aller directement au pôle, bah non, ça a pas de sens non plus. Faut tirer sa luge Ouais, je vois depuis ce que la tu veux terre dire. ferme jusqu'au pôle Je vois ce que et tu veux là, je dire. pense que c'est autre chose. Alors, tu parles de tirer salut jusqu'à la terre ferme, mais est-ce que le pôle sud est accessible en vélo? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut imaginer de se dire on équipe un fat bike avec des gros pneus, ou peut-être, je ne sais même pas si c'est des gros pneus, mais est-ce que ce pôle-là, en tout cas, serait accessible? Parce que je sais que des projets se sont montés. Hmm. Je sais que des projets se sont montés. Les plans ont Mais échoué. je n'ai jamais vu des projets aller au bout. Voilà, je n'ai jamais vu aller au bout. Donc, ton avis, toi, en tant que professionnel sur ça. Alors, je ne dis pas que je le ferai, hein. Je préviens les auditeurs parce que je vais recevoir des messages et tout. Non, je m'intéresse. Hmm. Voilà, je veux juste essayer de comprendre. Généralement, ça commence comme ça, Arnaud, hein. On s'intéresse, puis après, on le fait, hein. Bah, selon moi, c'est possible, mais pas avec les vélos actuels. Intéressant. Parce que j'y crois pas au fight bike, moi, en Antarctique. Il y a trop d'appui, Ouais, trop ouais, d'enfoncement, trop de. ouais, ouais. Ouais. Beaucoup trop. Et Et alors, tu dis les vélos actuels, c'est-à-dire, ben, en tout que cas, c'est la conception des vélos à deux roues, peut-être que trois roues, peut-être qu'un triporteur serait mieux, je sais pas. C'est Euh, effectivement, je crois qu'il faut penser un vélo comme un ours blanc marche sur de la banquise. C'est-à-dire qu'il va vraiment répartir son poids un maximum pour avancer, pour éviter de passer à travers la glace. Et là, le fat bike, ouais, pour en avoir essayé un, bah, justement au pôle Sud, déjà sur des conditions assez dures, c'était pas facile. Donc là, quand il faut rajouter la luge, le matériel, je pense que ouais, c'est une question de... Selon moi, c'est possible, mais il faut vraiment repenser le vélo. Peut-être que ça peut rester un vélo, hein, mais il faut faire... je sais qu'il y a des Russes qui sont allés au pôle Nord en voiture. Et waouh. eux, ils avaient... Et puis aussi, moi j'ai un copain qui est le... Cedar, là, qui est le manager du pôle Sud. Et je suis allé avec lui la saison dernière quand moi je guidais une expédition. J'ai attendu Caro après pour qu'elle arrive jusqu'au pôle Sud. Et il y a eu, là, il y avait des groupes qui faisaient juste le dernier degré que moi je venais de guider. Et je suis allé avec Cedar. Il m'a embarqué dans sa voiture, qui est un gros Arctic truck comme ils ont en Islande pour aller sur les glaciers. Et là, on est allé récupérer une femme qui pouvait plus continuer. Donc on l'a sortie du groupe et on l'a ramenée au pôle. Et donc là, la voiture, elle arrive à faire des progrès, clairement. Et donc, est-ce que le vélo, il doit pas être pensé d'une manière où les pneus, si on dit un fat bike en montagne, c'est pas un fat bike du pôle sud. Un fat bike du pôle sud, à mon avis, il faut repenser les roues et le système pour rester au-dessus de la neige, un maximum.
Intéressant, intéressant. En tout cas, je sais qu'Omar Di Felice, qui est un de mes amis italiens, qui est un fan de froid et de la relation en vélo dans le froid, il a fait notamment le tour du monde par le cercle polaire. Mhm. Donc, il a fait le Svalbard, je crois que c'était l'hiver dernier de mémoire. Là, au moment où on se parle, il est en train de traverser les États-Unis sur une épreuve qui s'appelle la Trans-AM Bike, où il traverse les États-Unis d'ouest en est, en autonomie totale. Mais je sais qu'il avait lancé ce projet et que malheureusement, il n'a pas pu mener à bout parce qu'il a été freiné par les conditions et le fait qu'il n'avançait plus, en fait. Je crois qu'à un moment donné, dans une journée, il avait dû faire 4 km dans la journée. Enfin, ça n'avançait plus et malheureusement, pour des raisons de vivre, il a dû stopper, effectivement. Ouais. Ouais. Est-ce que un vélo monté sur des skis, c'est peut-être quelque chose? Écoute, lançons le sujet, lançons la Ouais, discussion. je suis pas un Lançons la... biker, hein, donc je connais peut-être un peu le froid, mais je suis pas biker, donc Et moi, je ne suis pas mécanicien. Donc, à tous les deux, tu vois, on va pas aller très loin. On arrive sur la fin de l'épisode parce que sinon, on pourrait discuter pendant des heures, Vincent. J'aimerais avoir ton avis, alors pas forcément ton avis, mais en tout cas ton regard sur les changements des conditions climatiques, du réchauffement, et toi, dans l'impact que ça peut avoir depuis que tu t'es intéressé, depuis que tu te passionnes pour les contrées polaires. Comment tu vois les choses évoluer? C'est quoi j'allais dire la vérité, je ne dis pas qu'on nous ment, hein, c'est pas ce que je dis, mais la réalité du terrain, c'est toi en tant qu'explorateur polaire, en tant qu'aventurier polaire, ce que tu vis au quotidien. Quel impact ça a? alors, tu vois, je tiens à dire, Arnaud, que déjà, pour aborder le sujet climat, plus je me renseigne, moi, sur le climat, plus j'ai l'impression de ne rien savoir, en fait. Pour dire à quel point le climat est complexe. Ensuite, la Terre, depuis qu'elle existe, elle a eu des variations de température énormes. Et puis, il y a même eu des forces, mais incommensurables. Les continents se sont même déplacés, puis ils ont formé des montagnes. Donc là, on parle de forces, en fait, que l'humain ne peut peut-être même pas comprendre. Oui, bien sûr. Donc il y a des variations déjà naturelles. En fait, c'est pour dire hein, qu'est-ce que je pense de l'environnement, pourquoi je parle de ça. Et voilà. Et moi, aujourd'hui, effectivement, avec notre modèle économique, sociétal, je pense clairement qu'on participe à l'accélération d'un déséquilibre. Parce que la Terre, elle s'est toujours équilibrée. Puis on est à la bonne distance du Soleil, donc bah, ça permet la vie, l'eau, la photosynthèse, les bactéries, la reproduction. Mais voilà, je crois que notre modèle, il est en train de faire mal à la planète, clairement, parce qu'on est en train de dérégler la faune, la flore, et puis on est un peu en train de massacrer notre atmosphère. Donc c'est la raison pour laquelle on fait ce projet Ice Legacy avec Borgé. C'est pour aller plus loin que faire juste des expéditions pour faire des expéditions et de la com. C'est pour essayer de se questionner sur l'environnement. Euh, Tu vois, il y a une expédition fabuleuse dont Jean-Louis Etienne a fait partie, qui s'est appelée Trans-Antarctica, où ils ont traversé avec 6 pays différents, donc 6 hommes qui ont, à chien de traîneau, traversé l'Antarctique dans son axe le plus long. Expédition. C'était en quelle année, ça? Oh, j'ai honte. C'est. C'était des années 80, non? Ouais, 80? j'allais dire 80, 90. Mais honte à Ah, moi, c'était... honte à moi. Ouais, non, mais j'ai dû voir ce documentaire ou ce reportage et à chaque fois, je me dis, mais, et ça me ramène sur le textile et en tout cas les tenues que l'on porte aujourd'hui. Et il y a 40 ans, 50 ans, mais se lancer dans ces aventures-là, mais Mmh. ça devait être épique, Épique, épique. épique. Ah, c'est clair, épique. Et donc, ils réussissent Transantarctique, et puis le chef d'expédition, l'américain Will Steger, il arrive à aller voir des politiciens pour qu'il y ait il y ait des conséquences positives pour l'environnement, pour protéger l'Antarctique. Et donc ça pour moi, c'est vrai que ça fait tout son sens de la raison de pourquoi partir en expédition aujourd'hui, quand c'est pas juste pour l'ego, c'est quand tu arrives à aller influencer l'opinion publique pour prendre des mesures de protection. Parce qu'à ce rythme-là, c'est clair que les pôles, ils sont dramatiquement en train de changer. Ce qui est difficile, c'est que qui va dans les pôles? Personne. Donc,
qui peut être sensibilisé au pôle? Bah, très peu de gens, parce que soit il faut les aimer, les pôles, et être passionné, donc être scientifique ou explorateur ou photographe. Mais donc, du coup, c'est qu'une poignée de gens qui communiquent sur ça, alors qu'en fait, les pôles, bah, c'est un peu comme ce sont deux grands réfrigérateurs qui permettent de réguler les températures de notre planète. Je pense que sans eux, on va être sur un lit avec de la fièvre tous les jours. Et puis en plus, au-delà de tout ça, on est tous dans le même bateau sur le changement climatique. Parce qu'on est toujours à qui a le plus gros zizi, qui a le plus de missiles nucléaires à droite, à gauche. Mais en fait, tout ça ne fait plus aucun sens. Parce qu'un jour, quand tout le monde aura trop chaud, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, non, c'est une bonne réponse. Très clairement, c'est une bonne réponse. Alors après, moi, Arnaud, je suis, tu vois, sur l'environnement, là, je suis plein de contradictions. Parce que je prends l'avion, parce que le projet Ice Legacy, on prend l'avion pour se déplacer. Même si là, on prévoit une expédition en Islande sur le Vatnajökull avec Borgé, où on partirait de Norvège en bateau. Mais quoi qu'il en soit, la vérité, quand on est vraiment honnête, c'est que moi, mon impact carbone, il est terrible. Pas bon du tout. Même si j'ai pas de voiture et qu'après, j'essaie de faire un maximum en transport en commun. Ouais, mais dès que tu prévois un déplacement avec des centaines et des milliers de kilomètres, il y a une notion de temps entre le moment où tu pars et le moment où tu arrives sur ce point-là qui fait que oui, je peux comprendre. Tu prendrais pas l'avion, bah, tu mettrais 4 fois plus de temps. Ça serait même, voire juste logistiquement, peut-être même Hmm. impossible. Donc oui, il y a plein de paramètres qui entrent en compte, très Donc clairement. là, avec Caro, on Et se même dit, si effectivement, ouais, même, excuse-moi, mais même si effectivement, probablement, tu compenses dans ta vie de tous les jours, effectivement, en n'ayant pas de voiture, en te déplaçant à pied ou même en transport en commun ou en vélo. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que le mode de transport, la manière dont te rendre sur une expédition, mais dans sa globalité, en fait. Enfin, moi, c'est plutôt ma philosophie, hein, où effectivement, quand je peux éviter de prendre l'avion, je prends pas. Je fais tous mes déplacements urbains en vélo avec mes enfants. Enfin, tu vois, je me flagelle pas non plus. C'est-à-dire que je fais à mon niveau le plus que je peux. Voilà, hmm. tu vois, voilà. C'est-à-dire que je fais ce que je peux et j'essaie de raisonner comme ça. Hmm. Et donc, je t'ai coupé, tu disais avec Caro. Et ouais, avec Caro, l'idée là qu'on a avec le nord de la Norvège, c'est d'aller, de s'installer et puis on va guider dans Steigen, là, dans le comté là où on habite. Et l'idée, c'est de tout faire. Moi, j'espère donner des cours aussi d'apnée, parce que je suis en train de passer mon monitorat d'apnée en Norvège. L'idée, c'est que nous, on achète à Borgé, justement, une petite maison qui est sur pilotis sur l'eau, et c'est de tout faire à pied ou en vélo, et d'emmener des clients, que ça soit faire de l'apnée ou faire de la montagne, mais tout soit, voilà, pendant peut-être 3 4 mois de l'année, qu'on essaie de réduire un maximum, compenser le plus qu'on peut notre impact carbone. Voilà, sachant que derrière, quand on part en expé, moi j'ai eu planté des arbres à chaque fois que je prenais l'avion là pour un projet là qui s'appelle Pure Projet, qui est un super projet de reforestation. Puis je me suis dit, à chaque fois que je prends l'avion, je plante un arbre. Voilà, donc ces petites choses au quotidien, c'est dur de les quantifier vraiment, de savoir dans 100 ans quel Ouais, sera je comprends. l'impact. Mais ouais, à chacun, je pense, d'essayer de faire le colibri pour faire sa part du mieux qu'il Exactement, peut. le Ouais. colibri, c'est tout à fait ça. J'ai encore deux questions pour toi, Vincent, avant la fin de l'épisode. La première, c'est, parle-nous de cette photo. Alors, j'ai retrouvé sur ton feed Instagram une photo qui date du 31 mars 2019, où tu as, donc en expédition, hein, où tu as un masque, mais tu as recouvert le masque de tape, et tu as laissé juste deux petites ouvertures. Alors, est-ce que c'était parce que ta rétine a été brûlée par le froid ou le rayonnement du soleil sur la banquise? Est-ce que tu vois de quelle photo je parle? Très bien. Quelle était la raison de ça? Alors, la raison, c'est effectivement que j'ai attrapé je me suis brûlé la rétine. Ah voilà, Et effectivement, c'est ce que je m'étais dit, mais je voulais avoir parce que c'est spectaculaire. ouais, La photo est spectaculaire. ouais, Il y a forcément une raison. non, c'était ça. Ça a été la seule solution que j'avais trouvée pour continuer d'avancer, parce que c'est l'expédition où j'ai rencontré Caroline. On est sur la péninsule antarctique. On avait déjà passé, je pense, 20 jours, quasiment 3 semaines. Notre expédition à ski a duré 25 jours. Donc, on était quasiment à la fin. On était en train de redescendre vers le point de pick-up par un voilier. Et il y a un jour où donc moi, j'étais co-guide avec un Anglais.
Et il y a un jour, on se retrouve dans le blanc dehors, là, dans le brouillard. On n'a aucune visibilité et on a vraiment besoin de voir parce qu'on est en train de redescendre dans du terrain qui est de plus en plus alpin. Donc on passe du plateau à la montagne, au terrain alpin, jusqu'à l'océan. Et là, il faut qu'on ait de la visibilité pour voir où est-ce qu'on va, où sont les crevasses. On a peu d'infos sur la route. Et on décide de planter la tente et d'attendre que la météo s'améliore. On doit avoir un bon créneau 2 jours plus tard. Et moi, au lieu de rester dans la tente, je me suis dit, pourquoi pas, allons construire un igloo. Et on construit l'igloo, les clients sont là, Caro, on est ensemble, on s'amuse. Et à la fin de la journée, elle me dit, t'as vraiment les yeux rouges. Et j'avais pas capté que j'avais mis mon masque sur le haut de ma tête. Et la nuit se passe plutôt bien. Et en fait, le lendemain, la douleur a commencé à monter. Et la douleur, elle a été jusqu'à prendre des cachets de morphine parce que j'étais complètement KO. Je voyais très flou, très mal. Il fallait que je garde mes yeux complètement fermés. Et je pense, ouais, j'ai rarement eu une douleur aussi forte en expé, parce que pour moi, prendre de la morphine, c'est un échec. Appuyer sur un bouton de détresse et venir te faire récupérer, c'est un échec, mais total. Puis ça, ouais. Donc là, j'ai été obligé de prendre de la morphine tellement j'étais dans le mal. Et 2 jours plus tard, donc c'était quand même un peu bizarre de se retrouver à être guide d'expédition, puis expliquer au client, désolé, j'y vois plus rien, puis on va attendre. Donc voilà. Et 2 jours plus tard, il fallait qu'on avance parce qu'on avait un bon créneau météo. Et là, le seul truc, je me suis dit, il faut que je tape le. Donc j'ai demandé à mon amie Maria dans la tente, je lui ai dit, Maria, est-ce que tu peux me taper les goggles Le masque. là, le masque, et mettre juste deux petites ouvertures pour que je puisse voir un petit peu où je vais, où je pose les pieds. En tout cas, c'est spectaculaire. Et puis la dernière question que j'ai à te poser, Vincent, c'est si tu avais à t'adresser à Vincent à 17 ans, qui a pris son billet d'avion pour la Norvège, mais qui ne sait pas encore tout ce qui va lui arriver, qu'est-ce que tu lui dirais dans le creux de l'oreille ? Je lui dirais, écoute ton cœur. Et puis, tous les a priori, tout ce qu'on va te dire, sache que on sait pas tout. Et puis que les choses, elles sont en perpétuel changement. Et puis que les connaissances qu'on avait, courir un marathon il y a 50 ans, c'était un ultra. Aujourd'hui, les mecs qui courent des ultras, ils sont incroyables et puis ils font des distances qui étaient inimaginables auparavant. Donc, ouais, écoute ton cœur et puis lâche rien. Puis ouais, et confiance. Et surtout, prépare-toi. Le succès d'une expédition vient à 50% de la préparation. Écoute, un grand merci pour ces mots. C'est vrai que quand je passe 1 heure et demie avec toi, je sais pourquoi il y a 4 ans et demi j'ai créé Ultra Talk. C'est Cool. pour ce genre de conversation. Donc moi, je prends toujours beaucoup de... J'ai beaucoup de chance. Je m'estime être vraiment chanceux, mais d'avoir une chance incroyable de passer 1 heure et demie, 1 heure ou 1 heure et demie, tout dépend de l'échange et du sujet, mais en face à face, même s'il y a des centaines de kilomètres qui nous séparent, mais on a la chance de pouvoir se voir. Et j'ai beaucoup de chance de passer du temps comme ça et de discuter comme si on était côte à côte d'une aventure. Et je trouve ça vraiment extraordinaire et j'ai beaucoup de chance. Donc un grand merci pour ce partage, Vincent. Merci à toi, Arnaud. J'espère Avec qu'on grand aura l'occasion un jour de pouvoir se croiser dans la vraie vie. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de tes aventures. On va suivre ça à distance. J'invite tout le monde également à aller sur ton site et à se connecter sur ton compte Instagram où les photos sont juste magnifiques. Passe un grand bonjour également à Caroline, Yes. qui avait été l'invitée du podcast 135. Donc, pour les personnes qui veulent écouter les aventures de Caroline Côté, c'est l'épisode 135 sur le podcast Ultra Talk qui est devenu depuis effectivement la femme la plus rapide à rejoindre le pôle Sud. Voilà, un grand merci à toi Vincent, plein de bonnes choses pour l'avenir et puis je te souhaite tout le meilleur. Merci beaucoup, Arnaud. Merci d'avoir écouté cet épisode captivant d'Ultra Talk. J'espère que cette conversation inspirante avec des individus audacieux vous a laissé avec de nouvelles perspectives et une motivation renouvelée. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez embrasser l'extraordinaire dans votre propre vie.
Restez connectés sur les réseaux sociaux UltraTalk et sur le site ultratalk-podcast.com. Continuez à vous aventurer et à repousser vos limites. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode passionnant d'UltraTalk.